Nous sommes en septembre 1959. Dans un contexte de guerre froide, alors que les Russes parviennent à envoyer le tout premier satellite dans l'espace, la course au nucléaire est lancée. Désirant posséder ses propres armes nucléaires, la France, présidée par le général de Gaulle, négocie avec les Américains. Une rencontre présidentielle est organisée. Charles de Gaulle, alors tout juste premier président de la Ve République, va rencontrer le président américain Dwight Eisenhower au château de Rambouillet. Et justement, la société de spectacle immersif Polaris a recréé cette rencontre au sommet dans le cadre du spectacle Secret Défense. Il s'est tenu du 10 juin au 3 juillet et a accueilli plus de 20 000 spectateurs l'an dernier. Lors de ce spectacle, après avoir pris le chemin du château en Peugeot 403, les spectateurs ont pu déambuler dans le monument au travers de multiples petites scènes illustrant le contexte et les événements de cette période houleuse. Un événement qui a marqué l'histoire. Quand j'arrive sur un lieu comme le château de Rambouillet ou d'autres châteaux dans le secteur ou partout en France, la première chose que je fais, c'est de visiter le lieu en essayant de voir le spectacle qu'on pourrait y monter de la façon la plus naturelle qui soit. Et un château, il parle un petit peu, il suffit de savoir l'écouter. Et quand on se balade dans le château de Rambouillet, on sent bien que l'histoire la plus évidente à raconter dans ce lieu-là, c'est pas forcément François Ier ou l'Empire, parce qu'il reste peu de choses de cette époque-là, même si François Ier est mort à Rambouillet ou à proximité du château, Napoléon Ier y est passé, mais ce qui reste marqué dans le château tel qu'on peut le visiter aujourd'hui, c'est vraiment cette époque présidentielle qui a marqué l'histoire de la fin de la Troisième et de la Quatrième République. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose autour de ça. Alors, on aurait pu s'intéresser à la libération de Paris, puisque De Gaulle, Leclerc se sont retrouvés dans ce château au moment de la libération, et c'est de là qu'ont été donnés les ordres pour marcher sur Paris au moment de la libération. Mais je me suis intéressé à un autre moment de l'histoire, qui était la rencontre Eisenhower-De Gaulle, parce qu'il se positionnait dans une période moins connue et que je trouve très intéressante, c'est-à-dire le tout début des années 60, et qui est un point de rencontre historique assez étonnant et très intéressant à observer aujourd'hui, puisqu'on est dans une confrontation avec l'URSS, l'Union soviétique. La France vient, le général de Gaulle revient seulement au pouvoir, et on a là un personnage très emblématique de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est vraiment un spectacle, il a besoin de stars, et le général de Gaulle est une star. Le président Eisenhower, c'est vraiment intéressant. Après, ça aurait pu être Kennedy qui est passé aussi là-bas. Mais donc le combo de Gaulle-Eisenhower, juste après la proclamation de la Ve République, il vient d'arriver au pouvoir, on est empêtré dans la situation en Algérie, on est en train d'accéder à la bombe atomique, on est en train de sortir de l'OTAN, on est dans une situation conflictuelle avec la Russie. Donc en fait, on parle de la guerre froide. Qui dit guerre froide dit espionnage, KGB, services secrets. Donc en fait, on a toute une série d'éléments qui permettent de construire une histoire et une intrigue un peu différente pour proposer au public quelque chose de neuf et d'inattendu. Dans ce spectacle, chaque élément compte. Une montre trop récente, un accessoire qui détonne, rien ne doit être laissé au hasard. Dans chaque scène, des accessoires particuliers ont été choisis afin de coller le plus possible à la réalité historique. C'est vraiment un travail assez amusant qu'on fait avec notre équipe, d'aller rechercher des éléments de décor. On en trouve beaucoup chez les loueurs de cinéma. On en trouve aussi chez des associations de passionnés. Là, beaucoup de matériel, notamment de la presse, et un matériel qui est vraiment rigoureusement celui de l'époque et qu'on a trouvé avec une association qui se trouve à Issoudun, d'anciens de la télévision, et qui garde ses caméras à tourelles, ses pieds, toutes ces machines de cette époque-là. Et en vérité, il y a beaucoup d'anachronismes dans ce spectacle, énormément, parce qu'en fait, on peut pas faire autrement. Ce serait vraiment trop compliqué de tout restituer dans l'année 1959. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas. Et même les personnes qui ont vécu à cette époque-là
ne réalisent pas que un tel système, tel enregistreur est un peu postérieur de 10 ans, ou que dans les voitures, on a des 403 qui sont, pour certaines, précisément de 1959, qui sont sorties d'usine en 59, mais certaines sont un peu postérieures, et les gens ne réalisent pas que la conduite, elle a 5-6 ans. Mais en fait, voilà, ce qui est important, c'est une atmosphère d'ensemble, c'est un jus, en fait. Comme on vient de le dire, ce spectacle il doit être le plus réel possible. Pour la réalisation de celui-ci, sur quelle source historique vous vous êtes appuyé? En fait, les archives nationales, c'est un vrai coffre-fort et on y trouve tout ce qu'on veut y trouver. Donc, si vous allez aux archives nationales, vous faites une carte, vous rentrez, et puis vous allez interroger la base de données. Et il y a à peu près il y a tout ce qu'on peut imaginer. Dès que ça devient un peu public, c'est présent dans les archives. Et donc, du coup, là, c'est une mine d'informations. On a tous les documents, les plans de table, les noms des agents de sécurité, des médecins, des cuisiniers, toutes les discussions entre le général de Gaulle et le président Eisenhower qui étaient à huis clos, donc qui étaient classés confidentiel défense ou secret défense ou très secret défense, qui est notre plus haut niveau de secret en France, sont maintenant dans le domaine public et par conséquent sont des archives qui sont entièrement consultables. Les courriers entre les deux présidents, les télégrammes confidentiels à destination du président français. Donc tout ça est disponible et c'est la même chose aux États-Unis. On peut interroger le fonds d'archives des États-Unis d'Amérique et donc on a vraiment la double lecture de l'événement en français, en anglais, par les Américains, par les Français, et c'est très intéressant à faire. Et la rencontre est éminemment technique. Je l'ai beaucoup simplifiée pour qu'elle soit compréhensible par le public rapidement, avec peu de connaissances préalables. Mais en fait, voilà, il y a une vraie densité d'informations intéressantes. Et puis, il y a la presse de l'époque, qui est aujourd'hui encore facilement consultable sur les sites en ligne des journaux français ou américains, et où on va pouvoir suivre au jour le jour tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Et donc, c'est très drôle parce qu'on a la version interne au château et secrète, les vrais échanges, ce que se disent vraiment les gens. Et puis, on va voir le travail des équipes administratives des deux présidents, puis les communiqués et l'analyse des journalistes qui parfois ils comprennent bien ce qui se passe et parfois il manque des briques, ils ne comprennent pas tout, donc ils essaient de remplir. C'est très amusant de tout reprendre et voilà. Mais donc c'est les principales sources. Archives nationales et presse principalement et ensuite les archives étrangères. Bien évidemment, un spectacle d'une telle ampleur ne se prépare pas à la dernière minute. Il faut trouver les décors, les accessoires, les objets, mais surtout les bénévoles qui incarneront les différents personnages dans le spectacle. Si vous le voulez bien, on va maintenant aborder l'aspect logistique. Pour un spectacle de cette dimension, combien de temps à l'avance on commence la préparation, comme par exemple le recrutement des bénévoles ou encore la publicité? Alors en fait, sur un spectacle comme celui-ci, on a, en théorie, on se met à travailler entre 6 et 8 mois en amont. On va commencer par la découverte du site, c'est vraiment la base, donc c'est-à-dire diagnostiquer l'espace, savoir quelle histoire on va raconter, surtout trouver le parcours. C'est ça qui est essentiel, c'est trouver quel chemin on va faire aux spectateurs de façon à leur raconter une histoire et un chemin qui puisse les surprendre et qui puisse aller de surprise en surprise, découvrir des parties parfois fermées au public du monument, comme c'était le cas là à Rambouillet. C'est un château présidentiel et certains des appartements n'avaient jamais été vus par le public depuis, depuis près d'un siècle de vie du monument en tant que monument présidentiel. Et donc du coup, voilà, donc on commence par faire ça, ça prend 1 mois, 2 mois, l'écriture du spectacle, et puis ensuite il va y avoir le recrutement des volontaires. Là, on s'y était pris au mois de mars pour un spectacle qui a lieu en fait, janvier-février, on recrute, parfois même décembre, janvier-février, on recrute, et au mois de mars, on lance les ateliers. Et en mars, début des répétitions, mars, avril, mai, et puis 3 mois de répétition, et ensuite le spectacle démarre. Donc finalement, ça va assez vite. La communication se met en place dès le début du projet. Donc en fait, en 6 à 8 mois de temps, l'affaire est pliée. Et puis, ça ne démarre que si, bien sûr, il y a un nombre suffisant de personnes qui se mobilisent pour participer au spectacle. Et à Rambouillet, ils étaient très nombreux. Et donc, du coup, c'est parti. Pour la première édition de Secret Défense, ça a été arrêté avec le Covid et tout ça a été mis en suspens pour quelques temps. Mais généralement, entre 6 et 8 mois avant, et c'est tout bon. Ce qui était important pour que tout le monde se sente accueilli et puisse participer,
C'est de trouver des rôles pour toutes les volontés, tous les âges et aussi tous les temps que les gens puissent avoir à accorder. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps et il y a des gens qui ont beaucoup moins de temps. Donc ceux qui ont beaucoup de temps et qui ont envie d'être sur scène, il y a évidemment des rôles de comédiens. Et il faut répéter toutes les semaines pendant les 3 mois qui précèdent le spectacle. Ceux qui ont moins de temps, il y a des rôles de figuration. Dans ce cas-là, il faut venir uniquement aux répétitions générales. C'est beaucoup moins lourd en fait. Et puis il y a des rôles en coulisses. Et puis, il y a des rôles pour les plus jeunes, ce qui n'est pas forcément évident dans une thématique présidentielle 1959. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les premières classes qui concentrent toute la jeunesse du spectacle dont vous faites partie. On a également les rôles de coulisses, les rôles de sécurité, les rôles des mécaniciens, les décorateurs, la menuiserie, l'habillage, le maquillage, la coiffure, la logistique, le catering. Voilà, on a des rôles pour des gens qui chantent, pour des gens qui jouent la comédie, pour de la figuration pure. Et c'est un peu tout le panel des rôles qui permet à tout à chacun de pouvoir s'investir, quel que soit son âge et le temps qu'on a à consacrer au projet. Lors du spectacle, toutes les 10 minutes, des spectateurs sont accueillis dans le château. Chaque scène a une durée bien déterminée et le public tourne au fur et à mesure. Un système minuté. Dans ce spectacle, il y a également une énorme préparation niveau timing, puisqu'un groupe de spectateurs entre toutes les 10 minutes et ce sont les premières classes. Donc c'est les adolescents, entre autres, comme moi d'ailleurs, je faisais partie du spectacle, qui gèrent les horaires et qui appellent les spectateurs au bon moment. Comment on organise ce système qui est vraiment minuté ? En fait, il y a un parcours et chaque scène va devoir durer un temps extrêmement précis. Chacun est responsable de la durée de sa scène. Et donc, du coup, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage. Si les premières classes, qui sont les jeunes, admettent les gens au bon rythme, ils vont arriver pile au bon moment dans les scènes. Et si les scènes durent le temps qui est prévu, alors dans ce cas-là, il n'y aura jamais de bouchon. Et tout le monde est très conscient de ça. Dans beaucoup de scènes, il y a d'ailleurs des bandes son, ce qui permet d'être certain que la scène dure strictement toujours le même temps. Et puis on admet toutes les 10 minutes pour des scènes qui durent entre 5 et 7 minutes, ce qui permet d'avoir en fait un temps de pause de 3 minutes, qui est aussi un temps de tampon. Ça permet aux comédiens de pouvoir souffler, de faire la remise à zéro de la scène. Et si jamais il y avait un problème, eh ben on a 3 minutes de respiration pour régler ce problème, sans que ça vienne perturber le flux général du spectacle. Donc effectivement, c'est un minutage et c'est vraiment de l'intelligence collective sur l'ensemble du plateau de production, puisque tous les comédiens, tous les figurants, toutes les équipes savent que la première chose qui doit être respectée, c'est le chronomètre. Mais Polaris, ce n'est pas que Secret Défense. Charles Mollet, son président et metteur en scène des différents spectacles, l'a créé en 2015. Un vaste projet qui accueille environ 85 000 spectateurs sur toutes les productions réunies en une année. Polaris, c'est une société de production qui crée des spectacles vivants, historiques et immersifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les spectacles prennent la forme de parcours à l'intérieur de monuments historiques dont on va raconter l'histoire ou une page de l'histoire. Et on fait ça en fait, avec des comédiens vivants, la plupart du temps des volontaires qui vont se mobiliser autour du château, dans le territoire pour faire vivre ce spectacle, parfois avec des professionnels également. Et le principe, en fait, c'est de créer un parcours narratif à l'intérieur du monument et de faire revivre toutes les scènes, toutes les pièces, tous les espaces d'un lieu pour que le public fasse vraiment un voyage à travers le temps. Polaris, c'est le rêve d'une machine à voyager à travers le temps. Et on fait voyager les spectateurs, mais surtout, on fait voyager toutes celles et ceux qui participent au spectacle, puisqu'en entrant dans un spectacle comme ceux qu'on fait, tout le monde va s'amuser à Secret Défense, à redécouvrir les chignons bananes, les tailleurs crayons, pour les équipes de sécurité, les tenues des gendarmes en beige et blanc. Donc en fait, tout le monde va faire un petit peu un voyage à une autre époque et va s'inventer un nouveau rôle. C'est un espace de liberté que chacun va prendre. Et ce qu'on crée d'abord, presque avant même des spectacles, c'est vraiment des aventures humaines dans lesquelles les gens se rencontrent. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de barrières. De conditions socio-professionnelles. On ne se pose jamais la question de savoir quel est le boulot de l'autre, est-ce qu'il gagne plus ou moins, est-ce qu'il est plus vieux ou plus jeune. Non, on fait tous partie d'une même équipe et c'est ça qui est beau, c'est que toutes ces personnes se retrouvent autour d'un prétexte historique, autour d'un monument historique et ce monument devient l'écrin d'une aventure humaine, de rencontres et de souvenirs que tout le monde se crée ensemble et que les spectateurs se créent aussi en venant découvrir ces spectacles, sachant que quand ils arrivent, jamais ils imagineraient tomber sur quelque chose pareil. Avec un groupe d'amis, on a créé un spectacle au cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, de façon parfaitement bénévole, volontaire. J'ai mis en place ces principes-là
Et on a vu que ça marchait très bien auprès de ceux qui participaient et auprès également des spectateurs. Et puis ensuite, quelqu'un est venu nous voir et a dit moi, je m'occupe d'un château en Eure-et-Loire, est-ce que vous ne voudriez pas venir faire ça chez nous? Ce qu'on a fait. Puis après, il y a eu des besoins de financement de ces productions. Et donc, on a créé la société de production qui était en mesure de pouvoir porter de tels projets. Et ça a fonctionné, puisqu'en fait, le public était vraiment répondait toujours à l'appel. Et c'est comme ça qu'on a pu créer des spectacles dans différents châteaux et sur différents territoires. Quels sont les autres spectacles qui ont été présentés également en 2023? En 2023, on aura présenté La Belle et la Bête, évidemment, au château de Maisons-Laffitte, au château du Plessis-Bourré, à côté d'Angers. C'est un spectacle qui va également tourner au château de Goulaine-à-Land, à Nantes, avant de revenir au château de Maisons-Laffitte, tout à côté de Paris. Donc un spectacle moins historique, très historique pour le coup, et ça s'est passé à peu près en même temps que Secret Défense à Rambouillet, le spectacle 1900 qui raconte la venue de Sarah Bernard au château de Digoine. En plus, c'était une année anniversaire pour Sarah Bernard, donc c'était une belle année pour ce spectacle. C'est au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et puis, à Noël, toujours, le grand réveillon qui raconte l'histoire d'un réveillon chez les Caïns d'Anvers, qui est une grande famille qui possédait le château de Champs-sur-Marne, tout à côté de Paris, dans la ville éponyme de Champs-sur-Marne. Donc voilà un peu tous les projets qui nous ont occupés cette année. Alors rendez-vous l'année prochaine pour d'autres spectacles, mais attention, tout ce que vous venez d'entendre dans ce reportage est d'ores et déjà classé Secret Défense.